Après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi 1er juillet, ça y est, c'est les premiers départs en vacances, on vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances pour celles et ceux qui prennent la route ou qui prennent les avions, ça va être un peu plus compliqué, une grève aujourd'hui dans les aéroports de Roissy et de Orly. Ça va être un petit peu le début de l'enfer de l'été avec des grèves à répétition, plus a priori une panne internationale au niveau des systèmes d'embarquement. Donc bon courage à vous qui vous apprêtez à prendre l'avion, ça risque d'être un peu houleux. Mais bon, ça devrait bien se passer, en tout cas on l'espère. Jusque 18h, voici le programme pour cette émission. Il va être très chargé et très intéressant, je dois dire. Aujourd'hui, avec une belle équipe pour m'accompagner. Nous allons parler du Rassemblement national. Et au vu de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis une semaine, ce parti finalement est-il devenu un parti comme les autres? Nous allons parler et revenir sur ces événements de il y a une semaine, ce drame avec ce bilan lourd. Faut-il, comme le demande la communauté internationale, une enquête indépendante? Est-ce possible? On en débattra dans quelques instants. Et puis, la Russie avec les déclarations de Lavrov qui parle d'un rideau de fer entre la Russie et le monde de l'Occident. On y revient dans un instant bien sûr. Soyez la bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et je vous indique également que nous allons, puisqu'on en a parlé aussi la semaine dernière avec Tarek Mami, vous révéler les tenants de la nouvelle constitution qui va être soumise au vote des Tunisiens le 25 juillet prochain. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, vous nous avez réservé donc un petit papier pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs que contient cette nouvelle constitution. On verra ça tout à l'heure. Voilà. C'est un petit décryptage et l'article de fond est sur le site de la radio parce que maintenant, la radio c'est court. Ceux qui veulent aller plus loin iront sur le site, c'est des textes écrits. Aller plus loin, aller plus fort, tous ensemble. Alors, la belle histoire est avec nous. Comment ça va, la belle? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien, c'est un 1er juillet assez joyeux, vu qu'on est en famille ici, et je rappelle mon principe extraordinaire, qui est celui de, vous avez tous une responsabilité, comme dirait l'ex-premier ministre, de me donner un mot qui fera partie de ma future chronique en fin d'émission. Absolument, tiens Tarek, est-ce que vous auriez un mot à souffler à la belle histoire qu'il devra impérativement mettre dans sa chronique? Alors lâche ton téléphone. Voilà. Division. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais avoir une petite complication aujourd'hui, mais je vais y faire face, comme à chaque fois, puisque j'ai pas un, mais deux Sofiane aujourd'hui. Sofiane Garbaoui, directeur d'agence de presse et journaliste. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut aux auditeurs, auditrices et à tous ceux qui ont pris la route. Une pieuse pensée pour notre ami Philippe Bouriachi. Ah oui, il est sur la route. Qui m'a dit que c'était horrible. Ah bon? Ouais. Ouais. Voilà, et que c'est la dernière fois qu'il prendrait la route. En plus, je lui ai dit ce matin. J'ai dit, tu vas te tomber dans les bouchons. Bah, tranquille, j'ai le temps, il m'a dit. Voilà. Non, je l'ai eu au téléphone, il est au bout de sa vie. Oui. C'est bien, ça va l'occuper. Voilà, donc. C'est la faute de Mediapart en ce qui le concerne, lui. Oui. Ouais, c'est Mediapart. Après les vacances, non, il devait partir en vacances. Sofiane Lakhdari est avec nous. Bonjour Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va mon Sofiane? Alhamdoulilah. Bon, alors, mes deux Sofiane. Alors, Sofiane Garbaoui, un petit mot à souffler à notre ami La Belle Histoire qu'il devra impérativement mettre dans sa chronique de fin d'émission. Harcèlement, d'accord. Sofiane Lakhdari. Lakhdari, il dit cruauté. Cruauté. Ah ouais, dis donc, mon vieux. Bon courage. Division, harcèlement, cruauté, c'est vraiment un vocabulaire de rassemblement. Oui, à l'image de Il manque le mot de Christophe alors. Ah non, il manque le mot de trois personnes. Il manque le mot de Samy, il manque le mot de Nadège. Nous verrons dans quelques instants. Christophe, allons-y. C'est à l'image de l'actualité actuelle. À l'image de ce qui se passe en matière de sport, je vais dire OM, qui vient de perdre son entraîneur. Sampaoli, terminé. Il est parti. Ah, j'ai pas suivi ça. Ah oui, mercato, il est était parti. nul. C'est bien qu'il soit sympa sur le terrain d'ailleurs. Le mercato, il a dit. Le mercato, ils ont rien ramené. Non, Sampaoli, moi je l'aime bien. Moi. Mais il avait une belle casquette. L'Argentin, en général, il est bien. Il avait une belle casquette, il faut pas dire.
Bon, merci, c'était pas prévu au programme. Mais bon. D'ailleurs, le PSG aussi qui a trouvé un accord avec. Galtier non, avec pour le licenciement de l'entraîneur. 2 millions de plus. Oui, ça va. Moi, je veux bien que Tarek Mami me licencie pour 2 millions d'euros. Sans aucun problème. Ah, avec plaisir. Je vous dis avec grand plaisir. Non, mais je vous paye même le resto. Non, mais je vous garde et je vous rajoute les 2 millions, mais à une condition. Ouais. Je fais un trou à côté de chez moi. Ouais. Je trouve un puits de pétrole ou de gaz comme au Qatar. Et on écrit dessus et tu prends tout ce qu'il y a dedans. Ça vous va comme ça? Très bien. Le patron de Sonatrach Algérie vient de dire qu'il y a eu une découverte de plus de 340 milliards de mètres cubes. Eh ben voilà, j'irai prendre mon petit puits. On commence pas à se diviser. Sofiane, pardon, tu viens de donner une information importante. Non, j'ai d'une nouvelle découverte publiquement qui a été annoncée par le ministre de l'énergie algérien d'une découverte de 340 milliards de mètres cubes. Et de quoi? D'eau? De gaz. Alors c'est pas le ministre. Alors c'est pas le ministre qui a annoncé. Akkar, non. C'est pas. C'est Monsieur Akkar qui est le PDG de Sonatrach. Mais Sonatrach qui a annoncé, ça a été bien sûr confirmé par les services du ministère, mais c'est Sonatrach qui a. Ah bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est Sonatrach qui annonce la première et la confirmation vient après. Messieurs, on part tout de suite pour parler un peu de la Russie parce que il se passe de drôles de choses après l'OTAN, après le G7, après les mots assez durs du président Macron. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé hier le reportage sur France 2, qui était peut-être au départ un reportage pour servir Macron, mais qui, après l'avoir regardé, ne le sert pas trop. Il ne le dessert pas non plus. Ah, bah, quand même, je veux dire, quand il parle à Poutine, c'est pas très... Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, Lavrov, aujourd'hui, ainsi que Poutine d'ailleurs, parle de rideau de fer. Les mots sont forts quand même. Rideau de fer entre la Russie et le monde de l'Occident. Tarek Mami, le rideau de fer, ça évoque quoi? Ça évoque l'ancien pacte de Varsovie contre l'ancien nouveau OTAN. Ça veut dire que le monde est partagé entre deux blocs et que d'ailleurs, je parle juste de l'Angola, quand on a envie de faire une petite guerre, on l'a fait ailleurs par proxy, c'est-à-dire les supporters des uns aux autres. Donc c'est une très mauvaise image. Elle était concrétisée en Allemagne par le mur de Berlin. Et donc ce rideau revient. Sauf que Lavrov, qui est un fin politique, exagère et jette un peu le bouchon trop loin, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un rideau de fer, mais peut-être 2 rideaux de fer, parce que la phrase du secrétaire général d'OTAN est plus que stupide, en disant en clair, la Russie est notre ennemi immédiat ou le plus difficile, mais la Chine ne joue pas le jeu non plus. Or, j'adore, moi, parler de Brzezinski, que je n'ai pas aimé au début de sa vie, mais que j'aimais à la fin de sa vie, qui dit qu'on ne peut jamais mener une guerre, cher Christophe, à 2 mastodontes à la fois. Ouais. Le rideau de fer, Sofiane, dans un instant, mais juste, je voudrais que vous écoutiez, parce que c'était juste en clôture du sommet du G7, les mots de Macron, c'est très rapide sur la Russie, écoutez. La Russie ne peut, ni ne doit gagner, et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront. Est-ce que ça a de quoi faire peur à Vladimir Poutine, Sofiane Garbaoui? Si j'étais religieux ou prêtre, oui, chrétien, catholique et tout ça pour oublier les musulmans, je dirais c'est un vœu pieux. Sofiane. Alors Garbaoui. lequel? Parce qu'on est deux. Sofiane Garbaoui. Est-ce que ça a de quoi faire peur à Poutine? Alors, d'abord, c'était pas destiné à Poutine. C'était plutôt destiné à de la consommation interne. D'accord? Voilà, ça c'est le premier point. Je vais te dire pourquoi. Parce que le même Macron a dit une phrase à Zelensky en lui disant, écoutez, il faut se préparer à faire des concessions territoriales. Donc si la Russie, parce que moi quand j'écoute un peu les radios, les télévisions, etc., on a l'impression que la Russie a perdu la guerre. Oui, absolument. Mais en même temps, chaque jour, on voit que la Russie avance, il faut qu'on aide un peu plus les Ukrainiens, ils n'y arrivent plus, etc. Bon, donc on voit bien que c'est de la communication. D'accord. La communication en temps de guerre, elle est difficile parce que elle est très très variable et tout le monde ne maîtrise pas. Macron ne maîtrise pas la communication de guerre parce que Lavrov, par contre, lui, il la maîtrise très très bien parce qu'il joue avec les mots. On l'a vu dans le reportage d'ailleurs hier. Hein, il a du mal quand même à maîtriser une certaine communication de guerre.
Oui, parce que là, il essaie d'être à la hauteur du personnage, c'est-à-dire à la hauteur du président de la République française. D'accord, en 6e puissance économique mondiale et 6e force. Et depuis hier, il n'est plus le président de l'Union européenne. Oui, il n'est plus président de l'Union, mais il reste président de la République. Hein. Oui, jusqu'à présent. Et il a envoyé, je m'excuse de vous couper, donc on a reçu de l'Élysée comme journaliste un espèce de compte rendu de 6 mois que j'ai lu longuement 3 fois, et vous avez à la fin, ce que la France a obtenu, c'est un chargeur pour les téléphones. C'est pas mal. Numérique, identique en Europe. Oui. Alors moi, bon, je ce qu'on appelle la compatibilité. Non, c'est pas la compatibilité, c'est un modèle. Tout le monde. Oui, c'est un modèle, je vous dirai tout à l'heure. J'étais un peu surpris. Mais apparemment, ça fait partie de la gloire des sumo français. Oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Donc, et par rapport à ce qu'il a dit par rapport à ça, je crois que les Russes eux-mêmes ne s'attendent pas à gagner de la guerre. Ils veulent gagner des territoires, d'accord. Ils veulent sécuriser leurs... C'est pas ce que fait, alors. Non, ils veulent... et puis voilà. Ils veulent sécuriser leurs frontières sud-ouest. Et parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, cette guerre où Poutine quand même a été piégé un peu, ça ne veut pas dire qu'il avait raison d'attaquer l'Ukraine, hein, mais il a été piégé parce que les Américains et les Ukrainiens préparaient l'invasion du Donbass quand même. Il y avait 100 000 fantassins ukrainiens qui se préparaient à avancer avec l'aide des Américains sur le Donbass. Sauf que Poutine les a pris un peu de court et il les a pris de vitesse. Donc voilà comment cette guerre a commencé. La genèse. Voilà, la genèse de cette guerre. Donc c'est pas non plus... Tout n'est pas tout gris, tout n'est pas... Alors, les Ukrainiens, ils ont le Donbass. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement séparatiste qui est très, très fort. Il y a un ressenti anti-ukrainien qui est très, très fort, même si les gens sur place se sentent ukrainiens. Mais ils ne se reconnaissent pas dans le pouvoir actuel. Depuis 10 ans. Ils ne se reconnaissent pas. Non, mais pire que ça, ils se font bombarder, ils ont des complications administratives. Depuis 10 ans, sans personne ne dise rien. On veut leur interdire leur langue chez eux, dans les magasins. Je vais te dire, moi, j'ai des amis ukrainiens qui habitent Kiev, Kryv, là où il y a... j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit alors que cette guerre, comment ça se passe, etc. Il y a une qui m'a dit son frère est toujours là-bas. Elle m'a dit mon frère il est parti au nord. Et je lui ai dit parce que les Russes, etc. Elle m'a dit non, il avait peur de l'armée ukrainienne. Ah oui. Voilà, donc bon, ça il faut pas le dire hein, parce que c'est pas trop politiquement correct. C'est pas politiquement correct. Voilà. Sinon vous n'aurez pas le droit de passer ni sur BFM ni sur CNews. Voilà. Maintenant, mais maintenant moi ce qui me gêne dans tout ça, c'est que nous sommes en train de préparer une génération à accepter, et tu l'as dit tout à l'heure, ces guerres par procuration. On pensait en avoir fini avec la dernière, c'était la guerre de Yougoslavie. Donc, quand on a fait le démantèlement de la Yougoslavie, on pensait que c'était la dernière. Et on se rend compte, non. On va encore avoir des points de captation comme ça. Ça sera l'Afrique, ça sera demain l'Asie, et ainsi de suite. Mais pas les gros, hein, on va prendre les petits. Sofiane Akhdari, le rideau de fer évoqué par Lavrov. Moi, je pense que c'est pas la première déclaration qui va dans ce sens. Ça a été fait déjà l'année dernière par Joe Biden, où il a divisé le monde en 2 blocs. Le bloc qu'il appelle les démocraties libérales et de l'autre bloc les autocraties illibérales. Et là, c'est volontaire de diviser le monde en 2 blocs, entre le bloc des autocraties où on trouve la Russie, la Chine, l'Iran, et probablement d'autres pays du BRICS, du clan de Shanghai. Et vous avez les démocraties libérales dominées par les États-Unis. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que aujourd'hui, au sommet de l'OTAN, nous avons vu un redéploiement des forces militaires américaines qui vont être augmentées jusqu'à 400 000 soldats, c'est-à-dire presque à 5 ou 6 le nombre de soldats américains. Une base au niveau de la Pologne, au niveau des pays baltiques, au niveau de la Roumanie. Et ça, c'est terrible. Parce que Trump avait des faits, Biden est en train de le Et là, on est en train de mettre le continent européen comme un champ de guerre pour une possible confrontation avec les Russes et avec les Chinois. Et comme a précisé Tarek Mami avant, c'est que l'erreur stratégique, à mon avis, des Américains, c'est d'ouvrir 2 fronts à la fois. Et là, ça me rappelle l'histoire de l'Allemagne nazie qui a perdu en 1941 lorsqu'elle a ouvert un front avec l'Union soviétique alors qu'elle avait un front avec les anglo-saxons. Est-ce que les Américains sont en train de refaire la même erreur ? Je pense, comme Henry Kissinger l'a dit tout récemment dans le camp de Davos, dans les 2 prochains mois, si le camp occidental n'accepte pas
l'acquisition ou bien la victoire de la Russie sur les deux territoires, à savoir la Crimée et le Donbass, on risque de payer très très cher. Et là, ce qu'oublient les Américains ou les Occidentaux particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, c'est l'atelier du monde. C'est un échange à hauteur de 800 milliards de dollars entre la Chine et l'Europe. Et vous avez en même temps... la Russie qui est le premier producteur au niveau des hydrocarbures au niveau mondial. Et le bloc, fondamentalement, ces deux pays sont en train de s'unir. Rajouter à cela l'Inde, rajouter à cela... Oui, l'Inde, il ne faut pas l'oublier. 1 milliard 300 milliards 400 millions. Et là, je reviens au dernier tweet d'un des responsables chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, où il tweet avec 2 photos, avec le G7 qui représente à peu près 600 millions d'habitants et les pays du BRICS qui représentent à peu près 3,3 milliards de personnes, en rappelant que voilà, il y a deux blocs qui sont en train de se former, mais 2 blocs avec des atouts complètement antagonistes à mon sens. C'est bien schématisé, Tarek, cette histoire des 2 blocs là. Mais on revient à la situation. Tu t'appelles Tarek, toi? Non, mais on revient à la situation. Non, allez-y. On revient à la situation. Excuse-moi, oui. Oui, allez-y. Je te double par la droite. Non, ou par la gauche. Non, nous par la gauche, monsieur, pas par la droite. Par la droite, c'est déjà fait, quoi. La question des blocs n'a jamais disparu. C'est-à-dire, on était dans un monde bipolaire. Et on est passé à ce qu'on pensait être un monde multipolaire. Et en fin de compte, on est revenu à un monde bipolaire. Pour la raison toute simple, c'est que les États-Unis, pendant un moment, ils ont été bousculés un peu par rapport à la crise des subprimes, etc., où leur économie a été mise un peu sous pression et tout. Ils savent que économiquement, ils ne peuvent rien faire contre la Chine, d'accord, ça ils le savent. Donc ils essaient de créer cette tension surfaite, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils réoccupent l'Europe. Ouais. Bien sûr. Mais oui, c'est une réoccupation de l'Europe. C'est un plan Marshall militaire. Ouais. Voilà. Tarek, Mami, oui. Le schéma fait là, par nos 2 amis là, sur ces 2 blocs et sur peut-être aussi ce danger d'une confrontation directe avec la Russie. Alors la confrontation n'aura pas lieu, mais si on devait, à mon sens, prendre un perdant, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est l'ONU, puisqu'aujourd'hui la communauté internationale... Ce machin. Oui, non, mais la communauté internationale, c'est devenu les États-Unis. Et c'est... j'ai cherché un mot relativement correct pour ne pas aller à sbire et à autre mot, autre qualificatif qu'on avait donné à Tony Blair en son époque en Irak. Et donc, le problème, c'est qu'on n'ira pas jusqu'à la guerre, mais on restera toujours sur cette frontière. Et les Américains ne savent pas lire l'histoire parce que les Américains n'ont pas d'histoire. Vous prenez des pays... Ça, c'est beau, ça. Ah ben, c'est tellement réel. Tellement réel. Vous prenez des pays comme la Chine qui a une profondeur historique. Vous prenez l'Iran qui a une profondeur extraordinaire. Vous prenez la France, vous prenez la Russie et vous avez un pays qui a 2 siècles et qui a, comme le dit encore une fois Brzezinski, n'a jamais été empire alors qu'il rêvait d'être un empire. Alors restez avec nous, on continue d'en parler et aujourd'hui vraiment on a du sérieux sur le plateau. Merci d'être avec nous, Sofiane Garbaoui, Sofiane Nardari et Tarek Mami et la belle histoire qui note tout ça et qui nous fera la compte rendu de tout ça dans fin d'émission. À tout à l'heure. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Sofiane Nardari et avec Sofiane Garbaoui et la belle histoire aussi qui scrute. Même ce qui se passe en antenne, méfiez-vous, hein, attention. Ouais. Oui, il faut faire attention. Alors on parle de la Russie pour conclure sur, n'en rate pas une, quoi. Sur le sujet, évidemment, les conséquences de cette guerre qui peut-être n'est encore pas près de se terminer. En tout cas, si on en croit, en lisant, en écoutant les spécialistes. Moi, j'ai l'espoir que ça s'arrête en gros fin septembre. Oui, après les vacances. Pourquoi ? Parce que la crise d'hydrocarbures va s'accentuer en Europe et tout d'un coup, on va dire, bon, comment on négocie sans perdre la face. Ouais, on est quand même un baril à $140. Hein. Ouais. Oui, alors justement, imaginons et partons dans l'expectative que ça se termine effectivement, comme vous le dites. Moi, je suis contre. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ah ouais, c'est une guerre qui va durer dans le temps. Ouais, c'est une guerre qui va durer. Elle risque de s'étendre. On voit bien ce qui se passe dans l'enclave de Kaliningrad.
avec la Lituanie. Et ça, c'est vrai que personne n'en parle, par bien contre. sûr. Après, voilà, le truc, là, en Pologne, avec l'hostilité de la Pologne vis-à-vis de la Russie de plus en plus. Là, si elles acceptent... Oui, c'est historique, bien sûr, bien sûr. On connaît l'extrême droite. C'est les deux églises qui s'entendent pas. Les nationalistes au pays du Balkan et la Pologne, il y a une hostilité vis-à-vis de la Russie, mais historique. Il y a de l'église dedans. Il y a l'église. Il y a les schismes. Et même, il y a une volonté d'extension de territoire de la Pologne vers la récupération de Lviv et certains territoires. Il y a des lois qui passent en Ukraine pour des citoyens polonais qui va à l'encontre même de certaines... Alors justement les conséquences, parce que effectivement que ça se termine peut-être dans 2 mois ou plus tard, les conséquences, on commence déjà à les sentir et elles vont s'accentuer. Et je lisais d'ailleurs quelques analystes et des économistes quelque peu sérieux, s'il en reste quelques-uns dans ce pays, qui disaient que le dernier trimestre de 2022 risque d'être terrible. Pas terrible. On le voit au niveau de l'inflation. L'inflation aujourd'hui en Espagne, on est arrivé à 2 chiffres. Au niveau européen, c'est de plus en plus. L'Allemagne historique, aux États-Unis y compris, la flambée des prix. Le prix de l'euro face au rouble, là on parle pas de la monnaie, là on revient aux propos de Bruno Le Maire quand il parlait d'effondrer l'économie russe. Aujourd'hui le rouble n'a jamais été en si bonne santé que depuis 2014, depuis les premières sanctions. Avec des normes d'échange qui sont différentes par rapport aux normes d'échange de l'Occident, parce que j'allais dire, nous sommes en fait dans un miroir presque inversé. Oui, différent. Voilà. Nous sommes formatés parce que nous sommes des occidentaux, qu'on le veuille ou pas, et il faut qu'on fasse de la résistance pour essayer de comprendre comment l'autre réfléchit. Moi, il y a un truc que j'adore faire quand j'écris mes papiers, c'est dans la tête d'eux. J'écris un truc comme ça sur Kais Saïd, sur Béji, j'essaye de comprendre le mode de fonctionnement mental. Et les Occidentaux, aujourd'hui, dans la prétention de la colonisation du 19e siècle, qui n'a pas disparu, continuent à penser, à tort, qu'ils ont raison sur tout, et que l'autre est un non-être. C'est un idiot. C'est un non-être, il n'a pas d'histoire, il n'a rien. Et c'est cette question-là, cher Christophe, qui fait que les conséquences, quand tout le monde va se retrouver face à la réalité de l'inflation, du prix de litre d'essence, de ce qu'il doit payer quand il va partir en voyage. Le gaz, tout. C'est violent. On va se rendre... L'électricité. Tout d'un coup... même des pénuries d'électricité. Tout à fait. Et tout d'un coup, les gens vont se réveiller et ils vont pas dire c'est la faute de Poutine. On ne comprend pas ce que nous subissons, c'est pas normal. Et pourquoi ? Voilà. Et ça, c'est très important. Sofiane, Garbaoui. Je rajouterais quelque chose. Alors, l'inflation. Je vous ferai remarquer qu'il y a quelques années, pas si lointaines que ça, une vingtaine, 2008. Trentaine d'années, l'inflation, elle était 10 fois, 2 ou 3 fois plus forte que là, et personne n'en est mort. L'inflation ne tue pas. Ce qui tue, c'est la spéculation et comment on fait peur aux gens. Parce que moi, ce que je vois, c'est que tout ce qu'on est en train de nous préparer, c'est quand même une mise au pas du système soi-disant démocratique. Alors, pardon, je te coupe un instant pour te rappeler, effectivement, et tu as raison, qu'en 2012, de mémoire, le baril avait été monté à 140. Oui. Et nous avions un litre d'essence qui était largement inférieur à ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Nous sommes sur on est sur de la spéculation pure et dure. Donc le système libéral a montré... Le problème de cette guerre-là, c'est qu'il a démontré que le système libéral, malgré le fait qu'il ait gagné du point de vue communication et du point de vue image, est à la limite de ce qu'il peut faire. Voilà. Et là, on rentre dans une autre dimension, et ce qui est la réalité actuelle, c'est que nous sommes entre 2 guerres, entre l'économie réelle et l'économie virtuelle. Entre ce qu'on appelle la spéculation et ce qu'on appelle les matières premières. Et là, même dans une autre dimension, on peut l'interpréter de cette manière-là. Regardez encore plus. Regardez comment se comportait un banquier en France avec les petites entreprises il y a 20 ans. Oui. Et comment aujourd'hui il se comporte. Il y a 20 ans, vous alliez voir, en tant que moi, je suis chef d'entreprise, vous alliez dire, il y a tel problème, il n'y a pas de problème, on vous donne un crédit, on attend 3 mois, on ça. Aujourd'hui, les banques sont devenues, j'allais dire, des coffres-forts qui retiennent l'argent des entreprises, qu'elles taxent. Et en contrepartie, moi, je me suis engueulé, je veux dire, c'est public, c'est privé, sans donner des noms. Je me suis engueulé avec mon banquier. Je lui ai dit, en fait, vous me coûtez de l'argent parce que pour avoir un relevé bancaire par Internet tous les mois, vous prenez tant. Et en contrepartie, chaque fois que je vous appelle pour un truc, vous me dites, je veux voir, c'est pas possible, c'est pas moi.
Donc vous servez à quoi? On va tous aller dans une banque populaire ou dans la poste, je sais pas où quoi. Et donc c'est ce mode de fonctionnement. Si on était marxiste, on dirait qu'on s'est arrivé au stade suprême du capitalisme qui doit là où il doit se suicider. Mais on va même plus loin que ça. On voit aujourd'hui toutes les problématiques qui sont soulevées par ce système. Je vous donne un exemple. La production mondiale de pétrole, c'est 50 millions de barils. Non, mais même pas. 100 millions. 98 millions et la demande elle est à 200 millions. Non, attention. 200 millions, non, mais attention. Il y a 100 millions de... L'OPEP plus et l'OPEP en dehors. On va dire 120 millions, allez, pour arrondir, 120 millions de barils. Vous savez combien il est vendu de barils? 500 millions. Il n'y a pas 500 millions de production de pétrole. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le moindre grain de sable fait que la problématique se pose. Et aujourd'hui, avec cette guerre, pourquoi? Parce que les chemins de passage, tout ça, tout est bloqué. Et donc la prospection sur le futur, vous savez comment on appelle ce que vendent, le vent que vendent on appelle ça des futures. C'est en anglais, c'est futures. C'est-à-dire que tu achètes un baril de pétrole, tu le vends 10 fois. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à la limite de système. Avant, on achetait un verre d'eau, on payait le verre d'eau, et tu le revendais encore derrière, et tu gagnais une marge, et ainsi de suite. Et surtout, la dimension, Sofiane, de l'indexation. C'est indexé sur du dollar, qui est du papier qui est imprimé. Et qui vaut que dalle. Voilà, absolument. Et c'est là où il y a un On problème. fait du surbooking, en fait. Exactement. L'inflation qui risque de causer un énorme problème. Contrairement à Sofiane, je pense que là, on va arriver à une contradiction au sein même de l'Union européenne parce que cette inflation, il faut la contrer. On voit bien que la BCE, il y a deux visions complètement antagonistes. La vision allemande, afin d'augmenter les taux pour bloquer l'inflation. Et de l'autre côté, vous avez les Italiens. Si on augmente les taux à 3-4, avec une dette à hauteur de 160% du PIB, l'Italie, tu la tues. Et là, automatiquement, il va y avoir une discorde au sein même de l'Union européenne afin de contrer cette inflation. Mais même l'inflation ne tue pas. L'inflation, elle peut être vertueuse. Elle peut être vertueuse, dans un contexte mondial actuel. Toi, que tu achètes ton pain à 1 euro ou 1,20 €, ça y est, c'est 1,10 €. Voilà, 1,10 € ou 1,20 €, c'est pas là le problème. C'est les moyens que tu as à ta disposition. Les salaires pour pouvoir, ne suivent pas. Donc c'est pas. Alors, question qui me vient comme ça à l'esprit en vous écoutant. Je me dis que là, normalement, on nous dit que lundi, on devrait nous annoncer un nouveau gouvernement en France. Ou mardi. Bref, peu importe. En tout cas, lundi ou mardi, sachant que le premier conseil des ministres aura lieu mercredi matin. Est-ce que quel signal faut-il envoyer? Parce que là, on est quand même dans une crise sans précédent, là, aujourd'hui. Et il faut des signaux. Il faut que Macron envoie des signaux en mettant des gens qualifiés à des postes importants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est-ce qu'il doit rester, par exemple? Écoute, moi personnellement, j'ai pas d'affinité particulière, mais c'est pas le pire des ministres qu'on a eu en termes au niveau de l'économie. En réalité, c'est pas le ministre de l'économie le plus important, c'est le ministre des finances. Ouais. Et lui, pour l'instant, on sait pas qui c'est. Il y a Dussopt, celui qui fait l'intérim aujourd'hui, qui fait l'intérim. Ouais. Mais c'est celui qui va venir. Ça sera le signal. Parce que mais il a parlé de réduction budgétaire de 80 milliards. Oui, il n'a pas précisé la feuille de route, mais il a annoncé la couleur que ça va être... Celui qui va venir. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va trinquer? Parce que le problème des ministres des Finances, c'est des comptables. Le problème d'un comptable, c'est pas un économiste. C'est vrai. Un comptable, il voit les chiffres, il voit pas de il se dit, il faut réduire, mais alors réduire quoi? On nous annonce un chèque, encore à croire que tout s'achète avec des chèques dans ce pays. Pour le mois d'octobre. Pour 9 millions de personnes. T'attends de crever. Voilà, 9 millions. Un chèque de 100 €, Tarek Mami. Waouh! Combien? 100 €. On pourra partir en vacances. Quelle classe! Ben non, c'est après les vacances, tu le rends en mois d'octobre. Merde. On va réfléchir pour que sur France Maghreb 2, ça soit un peu plus. Ouais, non mais je veux dire, voilà. Je vais ouvrir mon propre on va réduire les dividendes. secrétariat de l'économie nationale. Moi, ce qui m'a fait. Ce qui est ridicule, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on arrive à une impasse sur la vision
à venir. Avant, en France, du temps, on n'était pas tous là. Au plan. Voilà, du temps donc, de Gaulle, il y avait un plan sur 5 ans qui se travaillait sur 10 ans. Oui, il y avait une vision. Il y avait une vision. Ouais. C'est Bayrou aujourd'hui, un commissaire au plan. Mais chez lui à la maison. Oui, chez lui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons plus cette vision. Si la France n'avait pas mis en place ces plans, on n'aurait pas eu le TGV. Pour aller dans ton sens, pour appuyer tes propos, Tarek, on a l'exemple type des centrales nucléaires où on a fermé Fessenheim, etc. Et là, on revient au tout nucléaire. Oui. Ça se voit que vraiment, en l'espace d'un mandat, on a changé. Et là, non, mais le le retour du nucléaire, charbon. c'est vert. Attention. C'est jeune. Non, mais parce qu'il n'y a pas cette vision. Et aujourd'hui, quand vous ne savez pas où, vous savez, c'est Lyoté qui disait au Maroc, d'ailleurs, je l'utilise dans un de mes articles. Le général Lyoté. Oui, et il dit. Il en doit beaucoup, les Marocains. En tout cas, il a une phrase terrible. Il dit gouverner, c'est prévoir. Oui. C'est vrai. Et donc, c'est ce que savent pas faire nos dirigeants aujourd'hui. Ah ben voilà. Aujourd'hui, on gouverne, mais on prévoit pas. On anticipe mais pas. on gouverne sur Instagram. Oui. On peut pas prévoir. On est d'accord. Et puis derrière, donc, quand vous Twitter, avez, plutôt. j'allais dire, un pays qui a donné comme président et comme général de Gaulle, qui dit l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'oral. Et l'autre qui vient vous dire que l'Europe, ça va être aujourd'hui... Là où il voudra que ça soit. Au Donbass, tomber de l'autre côté. Il n'y a pas de vision du monde. Quand vous avez un président de la République qui, à la fois, utilise des mots durs pendant la campagne électorale contre Poutine, mais qui l'appelle 3 jours après pour lui dire qu'est-ce qu'on fait... Voilà. Donc, le problème, c'est que nous ne savons pas. Pour moi, le gros problème... Pour vous, oui. C'est que les États-Unis savent qu'ils sont au bout du chemin de l'Empire. Et on craint à certains moments que les Allemands se dégagent de l'OTAN, construisent leur propre armée, et donc que les États-Unis deviennent une île comme l'Angleterre. Et donc il fallait faire des choses. Ajoute à cela la sortie, le Brexit, parce qu'on est en oui, train non, de mais voir, c'est ça. Non, mais, et donc il fallait faire des choses pour remettre la main, parce que hier l'Europe était contrôlée politiquement par les États-Unis. Aujourd'hui, on peut dire que depuis le sommet d'hier, l'Europe est dominée militairement par les États-Unis. Oui. Et donc, on devient ce qu'on n'a pas été, même pas à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aujourd'hui la succursale qui accepte. Je ne dirais pas merci à M. Sarkozy, qui a réintroduit la France dans le commandement intégré de l'OTAN, et qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit un coup de téléphone, on dit on envoie 15 soldats, on envoie 15 soldats. Ouais. Là, il y a une information qui est passée avec le sommet de l'OTAN, c'est la Turquie. La Turquie, elle avait mis son veto pour l'entrée de l'UE. Alors, je vous rassure tout de suite, elle l'a enlevé hier, elle l'a remis ce matin. Non, parce qu'on est en train de négocier, et là, c'est le génie, qu'on soit pour, qu'on soit contre de Erdogan. S'il te plaît. Le génie qui dit, donnez-moi 73 personnes. 33. Ah bah il a baissé parce que c'était 73. En tout cas, donnez-moi 33 personnes. La présidence turque, elle a dit on a eu tout ce qu'on voulait. Oui. Il va pas dire non. Alors, messieurs. Non mais j'en termine. Je cite le mot Turquie. Non mais c'est pas ça. C'est le génie. Tu me donnes 33 personnes au nom de tes principes de droits de l'homme. Mais là, et je t'autorise à rentrer dans l'OTAN. Là, ce qui nous aide vraiment Erdogan, c'est qu'il démasque cet Occident hypocrite qui a utilisé déjà les Kurdes et aujourd'hui qui les s'auto-démasque. Il s'auto-démasque. Non, il démasque l'OTAN. Non, il secteur de la Kaaba quand même. Dans un instant, on file à Mélia tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct en ce vendredi 1er juillet avec Tarek Mami, avec Sofiane Nakhdari, avec Sofiane Garbaoui sur France Maghreb. Non, j'ai essayé de le dire à l'arabe en fait. Rarbaoui. Alors, l'occidental. Non, mais c'est difficile quand tu as le ra et le ra derrière et que tu ne les prononces pas. C'est un peu difficile. Rarbaoui. Bon, on essaiera la prochaine fois. Parlons de ce qui s'est passé il y a pile une semaine, messieurs, à la frontière Mélia, au Maroc, avec ces migrants, réfugiés africains, qui étaient présents depuis quelques jours déjà dans la forêt de Nador. Et voilà, faut utiliser le terme qui est adéquat, un véritable massacre. Les images ont circulé, et je dois dire et rappeler le formidable travail de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme de Nador, d'ailleurs, qui a priori ont eu quelques soucis. Visiblement, ils ont été, pour quelques-uns d'entre eux, arrêtés. Et les interrogatoires au Maroc, on sait comment ça se passe. Et ce lourd bilan. Et cette communauté internationale qui commence
un petit peu à réagir au vu de ce qui s'est passé, de ces images, et à demander une enquête indépendante de ce qui s'est passé réellement. Je disais peut-être à tort cette semaine être saisi par des images tout à fait contradictoires et peut-être qu'elles n'ont pas de rapport, et vous allez peut-être me dire si j'ai tort ou raison. Samedi soir dernier, il y avait à Oran la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, formidable, vivre ensemble, délégation très bien accueillie, formidable. Et au même moment, on creusait des tombes et on empêchait les familles d'accéder à leurs morts. Ça se passait à quelques kilomètres. C'est saisissant ces images, Tarek Mamine. C'est parlant aussi. Non, mais vous savez que moi j'aime bien prendre, j'allais dire, le contre-pied de ce qu'on dit dans ce qu'on appelle les médias mainstream. Moi, quand j'ai vu ces images, alors je ne sais pas si tout le monde a fait pareil ou pas, mais il y a l'image du petit Aylan, le petit Syrien de 3 ans, qui est mort dans la mer, qui m'est revenu devant les yeux. Pourquoi ? Parce que quand un petit jeune meurt parce qu'il est d'une famille de migrants, ça soulève le cœur et ça fait scandale et tout le monde en parle en boucle. Par contre, quand c'est 34 personnes ou 30 ou même 3 sont morts du côté de Nador, c'est leur faute, c'est l'Algérie qui les a armés et ils sont venus faire de la provoque. Oui, ce que je veux dire, vous avez bien raison de dire ça parce que ce que ça je veux a été, dire, cher Christophe, oui. en un mot, c'est qu'aujourd'hui nous avons tous, avec l'expérience, avec l'âge, avec les lectures, fini par comprendre que la règle du monde, donc ce que vous avez dit c'était la communauté mondiale, c'est la géométrie variable et c'est le double standard. Donc selon que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous méritez donc des larmes ou pas. Et d'ailleurs, nos amis ukrainiens, à qui je souhaite beaucoup de bien, comme tous les peuples, ont été aidés parce qu'ils conduisent les mêmes voitures que nous. Oui. Il se trouve que les Africains qui ont été à Nador n'avaient pas les mêmes voitures que nous. Oui. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce point-là. Et donc, la réaction. La deuxième double réaction que je rajouterai, c'est que la communauté internationale, aujourd'hui, demande une enquête. Et c'est une très bonne chose. Mais je rappelle juste que la même communauté internationale a demandé aussi une enquête indépendante sur l'assassinat de Chérine. Et on voit ce que ça donne quand la communauté internationale demande aux uns et aux autres. Par contre, quand c'est en Chine, en Chine, oui, pour des raisons politiques, quand c'est en Russie, quand c'est dans tel ou tel pays, en Iran, il y a tout de suite les sanctions qui tombent. Et les sanctions, ça fait mal. Et donc, comme disait un journaliste il y a quelques jours, non, c'était pas un journaliste, c'était un député belge, qui a dit... Oui, excellent. Voilà, qui a Excellent. dit, les Américains ont tué, il n'y a pas de sanctions, les Américains, ils ont occupé, il n'y a pas de sanctions. Donc, ces points-là qui m'intéressent beaucoup plus. J'allais dire, j'ai mal pour ces Africains assassinés, parce qu'ils ont été ou bousculés ou ils sont morts, mais j'ai encore plus mal de ceux qui viennent nous donner des leçons de morale et d'éthique quand ils n'appliquent pas cette règle à tous, comme si les hommes ne naissaient pas libres et égaux en droit, comme dit le droit français. Sofiane Garbaoui, il y a quand même pas loin d'un an, on va dire, peut-être un peu moins ou un peu plus, ce même pays, donc le Maroc, laissait des réfugiés traverser la frontière pour faire pression sur l'Espagne. Et des citoyens marocains. Oui, et des citoyens marocains. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que le Maroc est devenu un supplétif de l'Espagne et de l'Europe ? Ce fut, il le fut, il l'est, il le sera. Voilà. Maintenant, supplétif, oui. Il a été. C'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu parlais de communauté internationale. Alors, la communauté internationale, on parle des États-Unis, hein, parce que quand tu parles de communauté internationale, le reste, c'est de la marmelade de chat. La communauté internationale va, dans quelques jours, faire des manœuvres militaires avec ce pays qui vient d'assassiner 37 personnes. Bon. En cours, hein. Donc, on se pose des questions. Comment tu veux faire une enquête indépendante ? D'ailleurs, ça veut dire quoi, enquête indépendante ? C'est-à-dire qu'on va envoyer des chamans turkmènes parlant russe, nés chinois pour que ça soit indépendant ? Ou des Américains, voilà, avec des yeux bleus pour que ça soit indépendant ? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est au bon vouloir du Merzen. C'est au bon vouloir du Merzen. Le Sahara occidental, il y a eu les mêmes dépassements, donc encore des dépassements encore plus brutaux que ça, et donc à bon escient. Et quand il y a eu l'affaire de l'Gargar, etc., quand il y a eu des enquêtes indépendantes où l'ONU est venue dire je vais enquêter, eh ben on leur a dit non, vous n'avez pas le droit de venir chez nous.
Alors on continue d'en parler avec Sofiane Nardari évidemment dans un instant et Jamel aussi qui est déjà au standard au 01 40 33 9000. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF où l'on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Avec Tarek Mami, Sofiane Nardari et Sofiane Garbaoui. On parle de Melia, évidemment, de ce qui s'est passé il y a une semaine. On en a beaucoup parlé et aujourd'hui la communauté internationale, si Qu'est-ce on que peut c'est que l'appeler la ainsi. communauté internationale? Le camp occidental. Le camp occidental. Non, alors. non, les Américains. Les Américains, Même voilà. pas, même le camp Voilà. occidental. Demande une enquête indépendante pour Ce connaître même- les responsabilités de ce qui s'est passé à la frontière de Melia. Sofiane Nardari. Oui, ce même camp occidental qui a bloqué une résolution à la demande du Kenya pour condamner ce qu'on vient de vivre à la frontière à Melilla. Ouais, mais tu peux pas condamner avant d'avoir fait une enquête quand même. Mais le Kenya, il avait demandé il a fait une. Mais non, il faut une enquête, tu sais, pour être dans le. Quand je vois la réaction et la réaction de certains dirigeants africains à leur tête, le patron de l'Union africaine, le responsable Macky Sall, qui a mis 3-4 jours pour répondre. Ouais. Moussa il était Faki, en Russie pour chercher du blé, il peut pas s'occuper de tout quand même. Alors, Moussa Faki aussi, qui a voulu intégrer Israël en tant que membre observateur au sein de l'Union africaine. Certains diplomates camerounais, ivoiriens, je pense, et sénégalais qui se sont exprimés à la limite de défendre le Marzen et le Maroc de ce qui vient d'être commis sous nos yeux avec des caméras et d'accuser clairement l'Algérie d'être responsable de ce transit. Ouais. C'est ahurissant. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'une instrumentalisation d'êtres humains. Vous avez parlé de l'ouverture des frontières, de plus de 10 000 personnes sont passées au bout de 48 heures parce qu'il y avait un différend politique entre l'Espagne et le Maroc. Aujourd'hui, on massacre sous le silence de l'Union européenne et des États-Unis. Et de la communauté internationale. Et de la communauté internationale. Qui se frottent les mains d'ailleurs. Voilà, et avec le silence de ces pseudo-ONG, des Amnesty International, etc. Surtout, vous avez parlé de Aylan. Je me rappelle, moi, Erdogan, il faisait la une des médias français et la une des magazines où on le voyait même avec la. Parce que c'était avec Hitler, etc. Bachar, il y a un détail qui est passé inaperçu. Lequel, Tarek Mami? J'y viens. Alors, l'Espagne a profité des sommets de l'OTAN pour exiger que l'OTAN l'aide à défendre les deux enclaves de Ceuta et Melilla, avec cette phrase terrible de Sanchez. Il dit l'OTAN est aujourd'hui en train de défendre un pays, l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN. Et moi, je demande à ce qu'il y ait une phrase dans le communiqué que l'OTAN défend tous les territoires de tous les membres, y compris donc. Et derrière, tu as Boris Johnson qui monte pour voir l'hypocrisie. Pour dire moi je suis d'accord puisque Gibraltar est anglaise. Oui. Et donc vous voyez comment chacun explique le droit international, et c'est un détail qui va peser lourd parce que le Maroc, à la fin de ce massacre de ces Africains, a sorti plusieurs communiqués, dont l'un est que le Maroc tient à récupérer à terme ces deux territoires pour la contre-opération. Et donc, que va faire si demain le Maroc décide d'envoyer de faire une marche verte. Que va faire l'OTAN? Il va dire on va envoyer les armes et les avions en Espagne. Et alors, vous regardez, quand vous prenez la chose avec comparaison, vous trouvez que tout ça est hypocrite, qu'il n'y a pas de communauté internationale, qu'il n'y a que des intérêts américains que les Américains essayent à défendre. Un journaliste américain a même dit que nous, Américains, nous sommes prêts à défendre l'Ukraine jusqu'au dernier soldat ukrainien. Oui. D'accord. Là, juste, Christophe, sur les réseaux sociaux, ce que j'ai remarqué à titre personnel, c'est qu'il y a un petit éveil au niveau de certains panafricanistes. Il commence à se structurer actuellement. Par exemple, vous avez des appels au boycott. Là, vous avez un concert qui était prévu de Maluma, un Colombien Maluma qui même quand vous voyez sur Instagram, il a posté aussi la tuerie, ce massacre. Il s'est retiré. Vous avez un autre grand chanteur du Nigeria qui a annulé également, des appels au boycott de la Royal Air Maroc, etc. Il commence à y avoir un certain éveil des panafricanistes pour dire que cette chair africaine n'est pas
elle ne doit pas mourir sous le silence et ils doivent bouger et toucher le nerf de la guerre. Et même à l'intérieur du Maroc, il y a des mouvements, et beaucoup de mouvements, sauf qu'ils sont étouffés dans la presse marocaine et dans la presse internationale. Et ça donne une image quand on maltraite les étouffés dans la presse marocaine, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais moi, ce qui me sidère, c'est le silence des médias français. Bien sûr. Premier donneur de leçons, quand même. Oui, tu as raison, Sophie. Alors là, c'est exceptionnel. Alors que c'est exceptionnel. Les citoyens marocains... Les gens l'ont découvert sur les réseaux sociaux. Oui, non, alors que les citoyens marocains... Le peuple marocain, c'est un peuple de merde. Hein. Voilà. On n'en parle pas. Voilà. Alors que lui-même, ce peuple marocain, refuse et condamne ce qui s'est passé. Oui. Et donc, au lieu de relayer les deux points de vue, on ne relaie que le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il est dans la On n'en parle même pas. Tu sais pourquoi on en a parlé? Sofiane Garbaoui, parce que tu sais qu'on est très scruté, on fait extrêmement attention à ce qu'on dit, parce que il y a des mouches, de Twitter là, qui sont là et qui scrutent. Ils prennent un mot, ils prennent un mot là. Quand tu dis peuple de merde, évidemment, c'est évidemment ce que. Non, ce que pensent les médias. Les médias. Voilà. Non. Je tenais à rectifier parce que sais, les mouches je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais ils peuvent tricher autant qu'ils veulent. Moi, je pense que le peuple marocain a démontré à travers son histoire sa grandeur et sa force aussi. Ah bah vous n'aurez pas cette phrase là dans le tweet. Ah bah attendez. Ah non, ça jamais. Non, parce que ils ont vécu quand même la pire des dictatures, c'était celle de Hassan II. Ouais. Moi, j'ai des amis que je connais personnellement, ils ont vécu dans leur chair, etc. Et ils n'ont jamais baissé les chines. D'accord. Si aujourd'hui le Maroc tient encore debout, c'est grâce aussi à ces gens-là qui se sont battus contre la prédication, contre l'injustice, etc. et qui continuent de se battre. Et si les images sont sorties, parce qu'au Maroc, il y a des gens courageux, des gens honorables. Ligue des droits de l'homme. Voilà. Mais même les gens, je parle des citoyens qui se sont dit, ça vaut. Peut-être on va nous taper, peut-être qu'on va mourir nous-mêmes, mais par contre ça on peut pas. D'ailleurs sur une vidéo on voit clairement le siège de la police, l'Amn al-Watani ou un truc comme ça, et la personne qui a filmé faisait, j'allais dire, un aller-retour entre le siège de la gendarmerie ou de douane, pour qu'on dise pas c'est un montage, pour dénoncer donc réellement les gens, et c'est passé. C'est terrible. Alors, quelle réponse, messieurs, quelle réponse apporter à tout cela? Parce que bon, si j'ai bien compris en vous écoutant que la communauté internationale, on sait pas trop ce que c'est, et qu'une enquête indépendante, on peut imaginer que ça soit tout sauf indépendant. Alors quelle réponse apporter à cela? On peut pas laisser ça sans réponse. On peut pas laisser de telles images. Je veux dire, au nom du peuple marocain, c'est pas possible. Christophe, moi je vais te dire quelque chose. En France, quand on veut étouffer une histoire, on crée une commission. D'accord? Ouais. Eh bien, la commission internationale, quand elle veut étouffer quelque chose, elle crée une mission indépendante d'enquête. Une enquête, elle demande une enquête indépendante. Dans 1 semaine, 10 jours au plus tard, on n'en parlera plus. Voilà. Ouais, Jamel est avec nous au 01 40 33 9000, le Chaoui. Jamel. Allô, oui. Oui, Jamel. Oui, allô, oui. Bonjour mon Jamel. Bonjour à tous les auditeurs. Et puis, comme d'habitude, à toutes les tribus Chaouia et le peuple algérien. Bon, moi, je voulais parler d'abord que, vu que la Cour pénale internationale ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas pourquoi on ne va pas la juger pour crime de masse et génocide, complicité de génocide. Parce qu'elle est au courant, elle ne fait rien. Voilà. On n'entend pas très bien mon Jamel, visiblement on a un petit problème de standard avec ton téléphone. Mais si j'ai bien compris tes propos, mon cher Jamel, c'est pourquoi on ne va pas accuser la communauté internationale de crime, c'est ça? Ouais, crime de masse et complicité de génocide. Oui. Vu qu'elle ne fait rien, qu'elle est au courant. Alors attention le mot génocide quand même, parce que c'est pas... Oui. Faut pas le mettre à toutes Faut pas le mettre à toutes les sauces, oui, t'as raison Sofiane. Merci mon Jamel. Bon, en tout cas, on voit quand même que effectivement, comme le disait d'ailleurs Sofiane Nardari, sur les réseaux sociaux, quand même, il y a un certain éveil. Hein, je veux dire, moi, j'avais, quand j'ai commencé la radio, il y a quand même quelques années, on parlait du nationalisme algérien, d'accord, et il était très présent. Mais là, j'ai découvert le nationalisme marocain. Bah, tous les nationalismes, je veux dire. Et quand on est nationaliste, on est tout sauf objectif. Oui. Alors, on perd la raison. Il y a beaucoup de nationalisme. Après, j'allais dire, il faut prendre l'échelle de Richter pour qualifier le numéro 1, le numéro 2. Mais ce qui est terrible, c'est que si on veut parler de la situation en Algérie, au Maroc, avec distance et bienveillance et regard de non-parti pris, c'est qu'en Algérie, il y a une société civile très vivace, très forte, très contestatrice,
à l'intérieur. Et quand il s'agit de sa politique extérieure, bon, on la voit, mais pas truc. Par contre, dans la société civile algérienne, marocaine aujourd'hui, depuis la fameuse marche verte, il y a une espèce de chape de ciment sur la société qui fait que les gens, par crainte ou par conviction ou par mille autres raisons, marchent sur la même ligne. Et c'est peut-être la différence entre les deux, parce qu'il n'y a pas plus moqueur de leur pays que les Algériens. Par contre, on ne trouve pas beaucoup de Marocains qui se moquent de leur pays ou de leur régime. Et ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils n'ont pas le droit, Tarek Mami. Comment ? Ils n'en ont pas le droit. Je sais pas. Ah bah non, mais de moquer de leur régime, certainement pas. Je sais et pas. vous le savez autant que moi. Mais en Algérie... Il y a une petite évolution par rapport à ce qu'il y avait avant avec Hassan II. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la monarchie marocaine ou en monarchie jordanienne, c'est que le roi de Jordanie, il a permis de détourner le regard des critiques et on critique le gouvernement sur le Premier ministre et on change à chaque fois comme un fusible. Là, aujourd'hui, quand vous voyez au Maroc, on peut critiquer Akhnouch et sa politique néolibérale, mais toujours avec Aish el-Malik à la fin de la phrase. Là, par exemple, je voyais une vidéo tout récemment où on voyait des gens en train d'aller chercher de l'eau. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas Aish Bouteflika à certains moments. Non, mais tu sais, on critique le Premier ministre marocain, mais le Premier ministre marocain, c'est un des proches du roi. Du roi, bien sûr. Néolibéral. Alors, c'est vrai que la problématique, c'est que... D'ailleurs, il a beaucoup plus subi quand il n'était pas Premier ministre, puisque ses boîtes personnelles et ses affaires ont subi beaucoup de grèves, beaucoup de boycotts et tout ça. Mais à partir du moment où il se rapproche du roi, donc il a un parapluie. Le problème, c'est ce qu'on appelle les pratiques démocratiques. Alors bon, la démocratie, c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui. À la base, la démocratie, c'était le peuple choisi. Ouais. D'accord. C'est le fameux slogan tunisien aujourd'hui qui a avant poupe Charbou Yourid. Voilà. Le peuple veut. Alors, et comme aurait dit Marie-Antoinette, c'est ça ce que veut le peuple du pain, donnez-leur de la brioche. En attendant. Voilà, c'est meilleur. Voilà. Donc, des pains au chocolat. Ou des pains au chocolat, comme dirait quelqu'un. Donc la problématique qui se pose, c'est les pratiques démocratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui... Parce que le problème, si je prends le cas de l'Algérie, l'Algérie, ce n'est pas un problème de pratique démocratique, parce que la Constitution, les structures, les institutions, elles sont honnêtement... les textes sont bien écrits. Ils sont très très bien écrits, et puis elles fonctionnent très bien. C'est les contre-pouvoirs à l'intérieur de ces pratiques qui existent un peu moins. Pourquoi ? Vous savez, moi, j'allais dire, c'est pas parce que c'est moi, mais... J'ai obtenu du président Tebboune, dans une conférence de presse, que tous les Algériens décédés à l'étranger soient rapatriés aux frais de l'État. Sa réponse, ce n'est qu'une question d'administration et d'écriture. Et je me retrouve un an après, quand je vais faire une enquête, que dans la loi de finances, c'est devenu les consuls qui décident qui est rapatrié ou pas. Donc la volonté présidentielle n'est pas respectée. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que le problème, par exemple, moi, sur ce que tu dis là, si je prends cet exemple, moi, je suis contre l'intervention de l'État dans le domaine privé. Pour moi, c'est un domaine privé. Il y a des assurances, il y a des choses. Pourquoi c'est à l'État de prendre en charge? Pourquoi? Parce que le citoyen, et je vais vous expliquer le système, si vous ne le connaissez pas, parce que tous les citoyens payent une cotisation lorsqu'ils sortent leur passeport dans une caisse réservée à cet effet. Donc, ce n'est pas l'État qui prend de son budget, c'est l'État qui est collecteur, comme pourquoi l'État prend de l'argent et construit les routes. Non, mais ça, on parle de l'impôt, etc. Mais pour moi, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut que le citoyen, dans nos pays, dans notre mentalité à nous, arrête de penser que c'est les pourvoyeurs du bien-être. Mais il paye. Il paye le passeport, il rajoute un timbre. Alors, donc, c'est le retour de son investissement. Non, parce que tous les Algériens qui sont en Algérie qui paient le passeport, ils ne sont pas pour autant... Ils pourraient mourir dans un voyage en Turquie. Dans un voyage en Turquie, c'est leur assurance qui prend la suite. C'est l'assurance voyage. Ça s'appelle l'assurance rapatriement. Ça s'appelle comme ça. Donc... moi, je pense que la problématique, c'est que En tout cas, c'est pas pour l'exemple, c'est pour dire comment le président prend une décision de principe et que derrière l'administration,
La change, on on a parlé même des primes. Avec la période, l'épisode Covid, il y avait des primes pour des médecins et des infirmiers. Il y a des établissements qui n'ont pas jamais versé. Alors que la décision a été prise. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bruno Le Maire, il est ministre de l'économie, mais c'est le ministre des Finances qui décide. Oui, d'accord. Parce que le président, il peut prendre une décision et derrière, il y a tout je dirais une structure, enfin des gens. Mais c'est pas un message pour dire le président décide de rien, c'est nous l'administration. Oui, mais dans tous les pays, c'est les administrations centrales qui décident. Voilà. Maintenant, le président, il peut donner le là. Ça prendra le temps que ça prendra. Le glas. Ah oui, c'est surtout le ça. glas. Non, il donne le là, il se retrouve avec le glas. Ça donne une direction. Mais la mise en pratique. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a des intérêts, des enjeux, etc. Et le problème, c'est que quand on a des contre-pouvoirs démocratiques, ces intérêts, c'est tout ça, eh ben, c'est mis en avant, c'est mis au grand public, c'est mis en... Mais maintenant, on voit que la société civile algérienne, certes, c'est pas organisé, mais elle fonctionne très bien. Il y a un éveil. Le Hirak, il est en perpétuel maintenant, mais d'une autre manière, c'est-à-dire sur le terrain. Il y a des organisations, elles dénoncent. Là, vous avez par exemple une affaire qui était dans un douar dans la région d'El Oued, où le gendarme, le patron de la gendarmerie, avec un député, qui ont fait en sorte d'avoir fuité les réponses du BEM pour la fille du député, et ben il se retrouve aujourd'hui en prison suite à une dénonciation d'un citoyen qui avait participé. Par contre, moi, ça me pose un problème, c'est que le député, normalement, il est censé être l'immunité parlementaire. Mais ils l'ont réduit au niveau de... Il y a une loi dans la Constitution pour lever l'immunité. Voilà. Parce qu'avant, c'était après la fin du mandat. Maintenant, dès qu'il y a une ouverture d'enquête sur des pièces sans conviction... Mais ça doit passer devant le... Non, ça doit passer devant le bureau. Non, il a été arrêté avant. Non, mais la Constitution. Dans la Constitution, on a vu cette réforme-là parce qu'il y avait un problème au niveau de l'immunité. Non, Sofiane, la réforme, elle dit que le député doit voir son immunité devant le bureau du Parlement. On a un autre exemple d'un député algérien de l'étranger de Marseille qui a été démis de ses fonctions. Il y a deux choses. Alors, il y a le flagrant délit. Là, on ne passe pas devant le bureau est informé et qui peut que ratifier. C'est la flagrant délit. Voilà. Parce que si on l'attrape en train de donner le papier, ça devient du flagrant délit. Et pour pour donner l'exemple de la société civile aujourd'hui, elle dénonce et il y a des résultats derrière. Vous avez par exemple avec l'affaire du bateau où on a complètement l'affaire des des immigrés algériens qui sont morts dans un corps au niveau de l'aéroport d'Alger dans un avion où on a vu le responsable le PDG de l'aéroport d'Alger démis de ses fonctions. Maintenant, inamovible, mais qui vient d'être déboulonné de son poste avec les responsables sécuritaires des douanes, etc. Sans parler du scandale du personnel d'Air Algérie. Voilà, mais on voit qu'il y a des enquêtes, il y a une volonté politique d'aller faire ce ménage, et il y a une... Non, le président Tebboune veut que les choses changent. Il veut laisser son nom. Mais il l'avait dit que ça serait long. Il a dit que ça serait long. Le problème qu'il a, c'est que en face, il y a ce qu'on appelle le pays profond, quoi. Comme partout. Voilà, le pays profond. Ouais. Alors, il y a certains qui sont en train d'avancer, qui veulent avancer parce que le pays doit changer, parce que le Hirak a fait. Je rappelle qu'on parlait de Melilla au départ. Oui, non, mais tu vas voir, c'est la même chose. On n'est pas si éloigné que ça. Non, mais c'est pour parler de la réaction des populations, de la société civile. Sociologiquement parlant, les Marocains sont très proches des Algériens, d'accord ? Comme les Tunisiens d'ailleurs. Il y a une sociologie au Maghreb de ces trois pays, c'est extraordinaire. C'est que moi, qui suis algérien, je vais au Maroc, je vais en Tunisie, mais alors là, je ne suis pas dépaysé du tout. Et je ne parle pas des visages ou du langage ou n'importe. La façon de faire, la façon d'être, si tu veux. On ne mange pas pareil quand même. Le couscous poisson, c'est en Tunisie. Oui, mais c'est une région de Tunisie. Donc, c'est pas... J'en ai mangé un hier, ça a été super. Voilà. Par rapport à ce que je disais, c'est que aujourd'hui, les gens moi je parle de l'Algérie parce que c'est quand même, j'en parlerai beaucoup mieux, c'est que les Algériens ont compris qu'ils n'avaient pas de pays d'échange, de rechange. Ils ne pourront pas tous immigrer. Donc, et on a les moyens que les choses changent, mais dans le positif. Sauf que les intérêts des uns, ils sont en contradiction avec ces ambitions. Et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir démocratique, entre guillemets, qui régule les conflits entre les groupes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens, moi je discute avec beaucoup d'Algériens, ils ont une très grande confiance dans Tebboune. D'accord ? Même si lui-même, il est le garant des équilibres
Il n'est pas que président de la République, il est le garant des équilibres, des intérêts des uns, des intérêts des Est-ce autres. qu'on peut dire que la diplomatie algérienne est de retour sur la scène internationale? Elle l'a jamais quitté. Hein. Bah un peu quand même. Non, elle l'a Dans jamais les dernières quitté. années de Bouteflika, excuse-moi, il n'y a plus personne qui allait à Alger. Hein. Non, elle l'a jamais quitté. Non, attention, parce qu'il y a une volonté, comme pendant la décennie noire, on a voulu nous mettre au bon des nations, d'accord, où on nous disait, on vous vend pas, même pas une balle n'était vendue, et on disait qui tue qui, d'accord. Donc on a essayé de mettre ce doute, ce doute, etc. La diplomatie algérienne n'a jamais quitté le truc. Je te donne pour preuve, malgré tout. Les pressions, etc. Le Sahara occidental reste membre de l'OUA et un membre fondateur, d'accord. Et en plus, en plus, Sofiane, il faut rappeler qu'en 2010, avec l'intervention de l'OTAN suite à une demande de la Ligue arabe et du Qatar à l'époque, l'Algérie s'était opposée. Et tu te rappelles même dans nos émissions ici, Christophe, on insultait l'Algérie, oui. on disait que l'Algérie soutenait les dictateurs, etc. Et elle était contre l'intervention militaire et on voit bien la résultante aujourd'hui en Libye. Et vous avez en Syrie, la Syrie que l'Algérie a refusé qu'elle soit exclue de la Ligue arabe et qu'il y ait une intervention militaire, elle a toujours tenu, mais sauf qu'elle était beaucoup moins communicante parce que moi je parle plus des derniers mandats de Bouteflika. Non, même durant la période. Je te dis, tu vois par exemple Haftar n'a pas pu prendre la main sur la Libye parce que la diplomatie algérienne a fait le travail qu'il fallait faire. Bon, alors et les Émirats arabes unis hier ils ont bloqué la nomination de Bokaddoum en Libye, alors que sous Bouteflika les relations entre les Émirats et l'Algérie étaient bonnes. Sauf que les Émirats actuellement, ils ont normalisé, sauf que les Émirats essaient de jouer un rôle géostratégique dans la région. C'est le premier pays arabe maintenant, pour les pétromonarchies, qui vient d'ouvrir une ambassade en Syrie. Il a d'excellentes relations avec l'Iran, contrairement par exemple à l'Arabie Saoudite, etc. Avec les Turcs. Les Émirats sont en train d'essayer de gagner un peu la sympathie de tous pour éventuellement jouer un rôle avec devient la City Dubaï aujourd'hui. C'est devenu presque la City du Moyen-Orient. C'est un Erdogan sans les millions d'habitants derrière. Sauf que MBZ aujourd'hui est arrivé au pouvoir, contrairement à MBS qui attend le feu vert américain. Je ne parle pas d'MBS, je parlais d'Erdogan. C'est l'Erdogan du Moyen-Orient. Non, mais en même temps, tu parles des Émirats. Le Maroc aujourd'hui, par rapport à l'affaire de Melilla, par exemple, je sais qu'il essaie de faire jouer ses relais, Émiratis, Saoudiens, etc., pour étouffer cette affaire-là. Si on n'en parle pas, même dans l'Occident, c'est parce que les Émirats sont gros pourvoyeurs de gaz aussi, et donc attention. Tout est une question de gaz finalement. Il y a du gaz dans l'air. Il y a du gaz partout dans l'air, partout. Là, par exemple, il y a l'Espagne qui commence il y a 48 heures, elle commence à réexporter du gaz au Maroc. Oui, du gaz qui n'est pas un gaz algérien. Mais c'est impossible de venir des États-Unis. Non, mais ça c'est techniquement parlant, on peut. Techniquement parlant, on peut, oui, parce que c'est un gazoduc. Parce que pourquoi? Parce que par le gazoduc Maghreb-Europe. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne reçoit du gaz schiste via son méthanier. C'est des méthaniers qui viennent des États-Unis. Oui, mais même il y a une ville parce qu'il y a eu le feu tout récemment. Exactement, où il y a eu le feu. Donc il y a le feu partout, les gars. Ça brûle. D'ailleurs, moi, je t'ai donné tout à l'heure hors antenne une information. Sanchez s'en va très bientôt. Sanchez étant le premier ministre espagnol, qui a changé la position diplomatique de l'Espagne sur la question du Sahara. S'en va, donc ils sont en train de lui trouver une porte de sortie. Et je pense d'après les informations qu'on a pu obtenir, et comme dirait un grand journaliste, d'après les investigations que nous avons menées, et d'après il prendra la tête de l'OTAN. Il sera le nouveau. De Stoltenberg. C'est un bon ami l'Algérie qui va être à la tête de l'OTAN. L'autre, il n'était pas mieux. Et comme disent les RG, il va être exfiltré. Il va. Non, mais le mot exact, c'est ça, parce Messieurs, que le PSO. J'ai une petite info, excusez-moi, moi aussi, il n'y a pas que vous. Voilà, moi aussi, j'ai des infos. Jean-Pierre Elkabbach, le journaliste que tout le monde connaît, qui est un ami d'Algérie, d'ailleurs, qui est né en Algérie. Qui est algérien. Je suis né à 400 mètres de la maison où il est né. Ah oui. Bon, il est à Alger. Et à 300 mètres de Robert Ménard. Il est à Alger pour une interview du président Tebboune qui sera diffusée ce dimanche à 17h sur CNews. Ça veut dire qu'elle a
déjà été enregistrée. Oui, elle a été enregistrée, absolument. Parce Il rentre que- ce soir d'ailleurs. parce que Non, la mais date je vais du 5 écrire à la juillet, les présidence 60 qu'il ans. donne des interviews à CNews. Oui, tu vas l'appeler pour lui dire? Non, mais qu'il donne des interviews à CNews. Bah Je oui, pense mais- qu'il a donné une interview avec Kabash parce que c'est Oui, quelqu'un. c'est le Kabash, c'est le Mais Kabash. c'est dommage. c'est Qui les, dommage. il les a Alors, tous interviewés d'ailleurs, les présidents donc, algériens. moi, je vous donne l'interview et vous la publiez à valeur actuelle. Il a déjà Ou fait dans- à France ou- ou 24 dans- qui n'est pas l'ami Non, de l'Algérie. Non, non, France 24 ou aussi, dans le monde, mais RFI, France 24 ou RFI, c'est quand même pas CNews. Oui, mais bon. Oui, oui, sur la question intérieure française. Ouais, Sur ouais. la question intérieure française. Oui, on c'est peut se bien poser sûr. la question de pourquoi, mais comme je disais tout à l'heure, il y a Non, toujours c'est une le Kabash. explication. Non, mais tu l'as Mais tu as raison, dit. c'est le Kabash. Non, mais tu l'as dit, ouais, c'est vrai. C'est le Il a- Kabash. Il a donné l'interview à Oui, El oui, Kabash. c'est ça. El Dans un pas instant, le Rassemblement National, ou plutôt, pardon, Le Front National. National Soyons clairs dans est-il nos propos. devenu un parti comme les autres? À en croire ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a l'impression que oui, à tout de suite. Dans un instant, les amis, on va parler de cette constitution tunisienne, puisque Tarek nous a préparé un petit papier, puisque c'est paru hier, hein, c'est ça? Hier, dans le JO, ça s'appelle le JORT en Tunisie, le journal officiel de la République tunisienne. Hier soir, il a été publié en langue arabe et on attend sa publication en langue française. Oui, en tout cas, vous avez traduit et Oui. vous allez pouvoir nous donner un petit peu les prémices Oui. de cette constitution qui va être soumise au vote par les Alors, Tunisiens le on- 25 juillet prochain. En Tunisie. En Tunisie, bien. Ah, les Tunisiens de France ne votent pas? Si, ils vont voter le 23 et le 24, le samedi et le dimanche. Ah, d'accord. Oui, parce que- Et on dira pourquoi le 25 juillet. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? On sera tous en vacances. Ouais, on saura. Non, alors, c'est plus simple que ça. Le 25 juillet, c'est le 14 juillet des Tunisiens, donc c'est la fête nationale. Ah bah. Le 25 juillet, c'est aussi la date qu'a prise le président Kais Saïed l'année dernière pour prendre les fameuses mesures exceptionnelles. Tiens, question que Qui je me sont pose. toujours en place d'ailleurs. Oh, jusqu'à à la sortie des référendums. Oui. Et donc, il veut boucler la boucle en disant, voilà, exception, c'est terminé. Oui, cher Christophe. Question. Pourquoi on ne fête pas la fête d'indépendance du 5 juillet? En Algérie. Alors, en Algérie, on l'a faite. C'est en France, alors je ne sais pas pourquoi. En France, il y a des festivités qui sont plutôt... C'est à la marge quand au même. niveau- Non, c'est pas la marche. Tous les consulats Ouais. font... C'est une fête nationale c'est une étrangère fête, en France Voilà, c'est aujourd'hui. une fête Non, mais je veux étrangère. dire, les associations. Si, non, non. non, Ah bah moi, j'ai non, reçu non. au moins une Que- quinzaine D'ailleurs, d'invitations. vous êtes invité le 3, le 3 juillet. Donc, le 3 juillet. mardi. C'est dimanche. Le mardi. C'est Ah, dimanche. dimanche, C'est dimanche. pardon. Sofiane, Voilà, s'il te plaît. là, jeudi, c'est. Ouais. Le 3 juillet, on organise à Nanterre, dans le cadre des festivités du 50e anniversaire, du 60e, 60e, 60e Sofiane, quand même. anniversaire. Oui, j'oublie que je suis Ah vieux oui. moi aussi. Oui. Du 60e anniversaire de l'indépendance de ce beau pays qu'est l'Algérie. Un match gala entre. Enfin, il y a plein de surprises. Au niveau du stade Vincent Pasnucci. Qui se trouve rue des Féd... c'est En la tout cas, rue- Nanterre. En tout cas, c'est à Nanterre. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde, hein, donc tout le monde peut C'est venir. quoi les surprises, Sofiane? Alors, il y a des anciennes stars françaises, Quoi algériennes. Bah, je peux pas le dire. Sinon Comment c'est ça, plus- tu peux pas le Je dire? peux Donne pas. envie aux gens de venir, Non, Sofiane. c'est ce qu'on appelle. Non, si vous voulez voir. Il Ouais. y a les guests. Voilà. Si vous voulez voir des célébrités. Rabat Majer? Non, pardon. Moustapha. Dahleb. Alors, Dahleb, il sera pas parmi nous, je vous le dis, Ah ouais. moi, parce que malheureusement, il sera en Algérie. Ah oui. Enfin, malheureusement, c'est pas mal, c'est tant mieux pour lui. Mais il Non, sera mais en je Algérie. cherche le nom du joueur du PSG là. C'est Dahleb. Dahleb, c'est le PSG. Ouais, donc c'est lui. D'accord. Ouais, il Moustapha. sera en Algérie. Ouais. Moustapha, D'accord. il sera en Algérie. Et on- Après, il y a d'autres vedettes africaines, etc., qui vont venir participer avec le peuple Le algérien. mardi après-midi à 19h, il y a une académie qui s'appelle l'Académie des JO politiques qui fait un colloque pendant 4 heures. Donc il y a l'invitation. Notre ami, le dernier de Mohican, le vrai Rahim de l'association APCV, a une opération. Tiens, il y a un film qui sera projeté, pas pour tout le monde, mais en avant-première le 5. Oui, monsieur. C'est Faites bien de le dire. Hein? Allez-y, Oui, allez-y. oui, c'est un film dont le producteur ou le réalisateur est algérien, Oui. qui s'appelle All Music et qui est donc tourné avec la société de Luc Besson. Ouais. Et un film policier très actif, très normal. Il a choisi cette date-là pour faire son avant-première Alors, pour la presse. Juste, l'adresse, c'est 135 avenue de la Commune de Paris. Il y a un film À aussi qui sera Nanterre. diffusé au Centre culturel algérien, je Oui, crois. tout à fait. Et d'ailleurs, je recevrai le réalisateur et un des acteurs la semaine prochaine. Moi, personnellement, j'attendrai le mardi, le 5 juillet, avec le défilé militaire, le
retour du défilé Ça, c'est autre militaire, chose. monsieur. Bellicis que Non, tu non, es. pas du tout, Bellicis pas que du vous tout. êtes. Alors, Pas du tout. non, c'est par Ça rapport donne, à fêter le. Après, Il y aura nous, la présence de ce Mahmoud que- Abbas. Hein. Ce que l'ambassade organise, c'est plutôt le 1er novembre, Ouais. parce qu'on considère que c'est le 1er novembre qui a permis le 5 juillet. C'est un moment, et surtout par rapport à la France. Hein, Vous rebondissez. Non, mais il y a un défilé militaire qui est prévu à Alger. Alors, le défilé militaire, écoute, le dernier c'était 76. Oui. si je me Non, trompe. 87 ou 80, 87. oui, mais celui de 87 était gentil. 76, c'était quand même. C'était l'un des derniers grands défilés. Cette fois-ci. À la russe. Alors, cette fois-ci, c'est pas un défilé, c'est une démonstration de force. Là, il faut être clair. L'Algérie va envoyer un message très fort à tous les petits roitelets et compagnie qui pensent que ce pays, parce qu'il a vécu une décennie noire, parce qu'il a un Hirak très puissant, etc., qu'il est sur le genou. L'Algérie est un géant africain, avec ses positions qui ont été toujours intransigeantes, qui ont toujours été claires, qui ont toujours été pragmatiques, parce que notre but à nous, c'est pas d'envahir les autres pays. Notre pays est assez grand pour nous contenir tous. D'accord. Ceux qui veulent venir chez nous, ils sont les bienvenus. Mais par contre, ceux qui veulent, je vais utiliser un mot un peu fort, nous emmerder, ils sont aussi, on saura les recevoir. Et l'Algérie, aujourd'hui, ce qu'elle dit, n'oubliez pas que l'Algérie, quand elle a passé la décennie noire, elle peut tout passer après. Alors, on revient en France, messieurs, avec cet ombroglio du côté de l'Assemblée nationale. Et moi, ce qui m'a quand même choqué, c'est ces deux vice-présidents du Rassemblement national qui ont obtenu 290 voix pour l'un, 284 voix pour l'autre. Est-ce qu'il y a clairement, Tarek Mami, avant que je pose ma question clairement, est-ce que le Rassemblement national, Front national, est-il devenu un parti comme les autres en France? Est-ce qu'il y a accord, sincèrement, secret peut-être, avec la majorité en vue de quelques textes de loi, d'avoir un allié comme le Rassemblement national avec ses 89 députés, ça peut aider? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un accord entre Renaissance. Il y a ce qu'on appelle, j'allais dire en termes de diplomatique, des choses faites tacitement. C'est-à-dire que je ne revendique pas, je ne demande pas, je donne pas les consignes, mais ce que je peux dire, c'est que je ne vais pas sanctionner ceux qui prendraient telle ou telle position. Parce que pour faire simple, le Front National a en gros, on va exagérer, 90 sièges. En aucun cas, dans une démocratie comme en Allemagne par exemple, il n'aurait pu obtenir le 290 voix pour être élu, parce que la consigne de deux grands partis, c'est aucune voix ne va à l'extrême droite. Or ici, qu'on ne dit pas aucune voix ne va à l'extrême droite et qu'entre les deux tours, on explique plus ou moins que les deux extrêmes, de gauche et de droite, ça se vale, qu'on n'appelle pas pour voter contre les 60 députés, candidats de RN qui étaient contre NUPES, fait qu'il y a un accord tacite. J'allais dire, si on parlait économie, c'est laisser faire, laisser passer. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, est-ce que on peut dire aujourd'hui, au vu de ce que l'on voit, de cette médiatisation qui a été faite à outrance quand même, on a tendu le micro, et je crois que c'est vous qui écriviez ce matin sur WhatsApp, le rêve de Zemmour est en train de se réaliser. Oui. Ben oui, c'est-à-dire l'alliance des droites. Oui, l'alliance des droites a été faite par le Front National. Est-ce qu'on met Renaissance dans la droite? Moi je dis oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Okay. On va faire simple. Dans Renaissance, il y a quelques députés qui ont une sensibilité de gauche ou qui ont été au Parti Socialiste. Ça s'appelle Terre de Progrès. Entre autres. Mais on peut dire que, au vu de la politique du président au premier mandat et ce qu'on va voir, c'est une politique de droite, c'est pas une politique de gauche. D'accord, donc l'alliance des droites. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Sofiane Garbaoui, que le Rassemblement national, le Front National, s'il te plaît, est-il devenu un parti comme les autres? Moi j'écris toujours sur les WhatsApp, sur les échanges, même dans des articles, le FN, H-A-I-N-E, parce qu'il reste dans la haine. Le Front National ne sera jamais rassembleur, donc il ne peut pas s'appeler le Rassemblement National. Ils peuvent, voilà. Maintenant, est-ce que c'est un parti comme les autres? Dans une démocratie, non. Parce que légalement, quand tu appelles à la haine, quand tu appelles à la mort de l'étranger, quand tes pratiques sont antidémocratiques, normalement, tu es exclu du jeu démocratique.
Et qui doit exclure, le tribunal ou les politiques? C'est ça. Parce que le gros problème en France, c'est aux politiques de prendre la position pour mettre en quarantaine. Je vous rappelle que par exemple 40% quand même qui votent non, attention, il ne faut pas confondre électeurs, d'accord, électeurs et appareil. Moi, je fais un distinguo assez important entre les électeurs. Mais l'électeur suit quand l'appareil n'est pas interdit. Voilà. Bien sûr, évidemment. Maintenant, on sait bien qu'une grande partie, je dirais 90%, des électeurs du Front National, c'est un vote contestataire. Oui, d'accord. Voilà. Peut-être 90%, t'exagères un peu. Non, 90%. T'as 10% de racistes affirmés. D'accord. Ou nostalgique de l'Algérie française. On l'a vu déjà au premier jour de l'Assemblée avec. Donc, est-ce que c'est un parti comme les autres? González, oui, voilà, González déjà. Le doyen en plus. Non, mais González qui est français. C'est pas très français. Garbaoui n'est pas français, mais González c'est français. Mais González, c'est pas trop français comme. Non, c'est pas très français. Moi, c'est ce qui me préoccupe. C'est Papa Negra plutôt que Bayonne Jambon, jambon de Bayonne. Déjeuner au Porto. Quand on voit son discours, presque, pas presque, il a exprimé, il a exprimé clairement sa nostalgie pour l'Algérie française. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les applaudissements. Moi, c'est les applaudissements qui étaient. Non, parce qu'ils ont été touchés par l'émotion. L'émotion de M. González. Derrière. Mais après, il a dit que si vous venez avec moi dans certains jbel, vous allez voir les propos comme quoi que les Algériens attendent le retour de la France coloniale. Il n'a pas été, lui, dans les jbel depuis 62. Voilà. Mais sauf que la réponse, mais bref. C'était au stade. Ce genre de déclaration aurait pu créer une brouille ou pas? Non, pas du tout. Pour un idiot comme ça? Non. Non, s'il te plaît, quand même. Non, mais ça d'accord. ne représente pas les institutions. On est quand même suffisamment intelligent en Algérie pour savoir que celui-là relève plus de la psychiatrie et des soins prodigués par ce type de structure que d'une intelligence supérieure quand même. Mais est-ce que ça ne vous choque pas justement que certains députés, quand même quelques-uns, DLR ou encore de ensemble, de rassemblement, de Renaissance, pardon, parce que je m'y perds avec leur nom et ça change tout le temps, aient pu voter pour faire élire des vice-présidents. Si le vote, c'est la consigne du président. Non, c'est pas la consigne. Non, il a laissé. Non, c'est une alliance de fait. Si, en démocratie, le vote doit être transparent, comme aux États-Unis, pour chaque loi. Oui, parce que là, on rappelle, c'est un bulletin secret. Et si on avait fait le vote de commission à main levée et on appuyait sur le bouton avec les noms, on n'aurait pas eu ces deux vice-présidents. Mais à partir du moment où c'est dans le secret de l'isoloir, alors là, toute la lâcheté s'exprime parce qu'il y en a beaucoup. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu de gauche qui ont voté aussi, hein, attention. Peut-être. Après, je vais te dire un truc. Quand tu vois le nombre, je pense pas. Il y a 290. Oui, 290 entre le Front National et le truc. Ce Sébastien Chenu qui vient de Christine Lagarde avant d'arriver au Front National. Non, mais non, attends, il y a des convictions. Attention, les convictions. Non, mais messieurs, franchement, aujourd'hui, quand on est en train de voir ce qui se passe avec quand même ce particularisme de cette configuration de cette Assemblée nationale, un peu qui nous rappelle la 4ème République. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire... Alors, on ne rappelle pas la 4ème République. C'est pas vrai. Ça, c'est des phrases que des journalistes ont jetées. En fait, c'est le système électoral de la 5ème République qui est arrivé à terme, comme le capitalisme tout à l'heure. Oui. Qui a fait Eh ben, passons à la 6ème alors. Mélenchon n'a pas gagné. Donc, mais même passons à la 6ème pour faire quoi? En fait, on ne peut pas. 4e? On a un gros drame dans cette société. Ce parti Front National, le Front de la haine, n'a pas sa place dans une démocratie sereine. Normal. Deuxième chose, il y a pratiquement 40% de la population française qui réfléchit contre lui. Troisième chose, vous ne pouvez pas ne pas faire représenter d'une manière ou d'une autre ces 40%. Et donc, si on avait accepté de mettre la dose de proportionnelle en même temps que la dose du scrutin majoritaire, on n'aurait peut-être pas eu les 90, on aurait peut-être eu plus ou moins, mais c'est moins grave parce qu'on dirait que c'est la représentation politique du moment qui peut changer à tout moment. Mais à partir du moment où le Front National casse le mur donc du scrutin du deuxième tour et gagne, aujourd'hui, non seulement pour moi, et c'est une erreur politique de M. Macron et de tous ceux qui ont voté, on est en train de notabiliser
ce parti, qu'au prochain coup, ça paraît normal, et nous qui dirons, mais c'est pas normal, on va dire, mais monsieur... Le Front républicain, il est mort. Oui, non, mais, et ils vont vous dire, non, mais non seulement ils sont élus, mais ils sont vice-présidents de l'Assemblée nationale, donc t'es pas démocrate. Ouais. Et donc c'est ça qui est dangereux pour l'avenir, et je reviens, moi, à mon papier que j'ai fait le lendemain du deuxième tour de l'élection législative. Le perdant, ce sont les citoyens habitant les quartiers populaires qui laissent leur destin filer et qui laissent les autres voter à leur place. C'est Mais tout. même plus loin que Politiquement, ça. la solution est que les intéressés et les discriminés Prennent, ils doivent oui. prendre la responsabilité et votent. Bon, Je vais te dire quelque chose. Ouais, Je vais te raconter mais vite, alors. une anecdote que m'a raconté un élu. qui? Un élu d'une ville. Non, un élu d'une ville m'a raconté une anecdote. Ouais, Au deuxième tour, ouais, les gens sont venus pour la législative. Hein. ouais, Dans son secteur, 3 élus du Front National. Hein. ouais. D'accord. Donc les gens sont venus nous voir au deuxième tour en disant, écoutez, on veut le truc de Mélenchon. On veut... Et ils se sont engueulés avec les agents des bureaux parce qu'il n'y avait pas, parce qu'au deuxième tour, il y avait Renaissance et Front National. C'est ça. Ils ont dit, mais il est où Mélenchon? On est venu voter pour Mélenchon, il est où? Bah, il lui a dit non, mais ça c'était au premier tour, maintenant c'est ça qui reste. Ouais. Mais comment ça se fait? Et ils se sont engueulés, ils voulaient avoir des... Bah, voilà, donc comme tu disais Tarek, c'est exactement ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent que se taire, c'est accepté. Dans un instant, Exact. on va Exister, décortiquer C'est la exister politiquement, disait la Albert Constitution. de À tout de suite. Nanterre. Merci d'être avec nous, avec Sofiane Nagdari, avec Sofiane Garbaoui et Tarek Pami. Et la belle histoire, ça va, tu souffres pas trop la belle histoire? Un petit peu. Un petit peu? Oui, j'imagine, c'est Et- compliqué. Et il a trouvé cruauté et division, reste le reste. Alors, Tarek Pami, la Tunisie et cette nouvelle constitution que vous allez nous présenter dans votre papier. Vous l'avez eu hier, accès hier à travers le journal officiel en langue arabe. Bonjour, donc Tunisie, la nouvelle constitution de Kais Saïd, je l'appelle comme ça. Le papier est un papier court pour la radio. Le papier d'analyse est sur le site de la radio francemaghreb2.fr. Le journal officiel tunisien Oujort a publié hier, jeudi 30 juin, la nouvelle constitution de Kais Saïd que le président veut nommer la constitution du 25 juillet pour la dater du jour du référendum. Mais que dit ce projet ? La nouvelle constitution est constituée d'un préambule et de 142 articles repartis sur une dizaine de chapitres. Le premier chapitre est dédié aux principes généraux. L'article 1er de la constitution de 1959, gardé en 2014, a disparu. Sa teneur, par contre, a été scindée en plusieurs articles. L'article 1er de la Constitution du 25 juillet, donc dans quelques jours, dite par ses soutiens, donc celle du 25 juillet et par ses adversaires de Constitution de Carthage, le projet dit que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Mais ce premier article de 1959 et de 2014 est amputé de 2 références, la référence à la langue arabe et la référence à l'islam, religion de l'État. Cependant, ces 2 principes n'ont pas complètement disparu du nouveau texte. On peut dire qu'ils sont sortis par la grande porte et qu'ils sont rentrés par le vasistas ou par la porte de derrière. L'indication de la langue arabe comme langue officielle réapparaît un peu plus loin dans le texte. La référence de l'islam est quant à elle évoquée d'une manière peut-être encore plus prononcée que l'ancien article 1er, puisque la Constitution prévoit la préservation, écoutez bien chères auditrices, chers auditeurs, prévoit la préservation des 5 fondamentaux de l'islam, communément appelés maqasid al-sharia, c'est-à-dire les objectifs de la jurisprudence musulmane, un terme très usé dans la jurisprudence tunisienne depuis des temps, puisque la Tunisie a participé à la définition de ces 5 principes que sont à titre principalement la sauvegarde de la vie, de la dignité et de la religion de chacun en toute liberté. Cet article dispose donc: la Tunisie est partie intégrante de la nation musulmane. Seul l'État
œuvre à concrétiser les finalités de l'islam, soit la préservation de l'entité humaine, de l'honneur, de l'argent, de la religion et de la liberté. Et là, chers auditeurs, chers auditrices, vous soulevez le regard du président tunisien qui retire l'article pour que les partis dits islamistes ne puissent utiliser le mot de l'islam, religion de l'État, mais renvoie à la société tunisienne le fait qu'elle est dans la Oumma tunisienne. L'article 2, lui, évoque bien sûr le régime républicain. L'article 3 parle de peuple souverain. La belle phrase, en tout cas, le slogan du président Kais Saïd, « Al-Sha'bu yurid », le peuple veut. Et l'article 4 précise, alors là, l'unité de l'État qui ne peut pas être dissoute, notamment pour aller vers un fédéralisme. Donc l'État est central. L'article 7 rajoute donc la langue arabe et surtout précise que la Tunisie donc, appartient ou fait partie de la Oumma religieuse musulmane, de la Oumma arabe, et j'allais dire, et ça le mot est de moi, pas de la Constitution, de la Oumma maghrébine, pour laquelle la Tunisie doit œuvrer dans l'intérêt partagé avec tous les autres pays. Donc voilà en gros la philosophie. On peut rajouter que la famille est la cellule fondamentale et que la Tunisie veille à appliquer la parité, voire l'égalité, des élus, hommes et femmes, à terme. La cohabitation des secteurs économiques, publics et privés fait son apparition. Jusque-là, la Tunisie était plutôt une société à monopole public, en gros, avec un secteur politique fort. Ce qu'on appelle ici en Occident, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, le partenariat public-privé fait son entrée dans la constitution tunisienne. Il y a quelque chose qui est intéressant, il reste 2 points. Le premier, c'est que tout fonctionnaire d'État devra dorénavant, quel que soit le titre, élu ou fonctionnaire, déclarer ses biens à l'entrée dans la fonction et à la sortie de la fonction pour poursuivre la corruption. L'article 21, le dernier donc, des principes généraux, c'est l'impartialité de l'institution éducative, de toute instrumentation religieuse partisane. Encore une fois, on voit le but recherché. Et dans un dernier article, il y en a 146, donc je ne peux pas tous les indiquer, la fonction des magistrats qui est quelque part sacralisée parce que l'État va leur faire confiance, mais en même temps, ce sera l'un des 3 corps de l'État qui seront interdits de grève, avec donc la police, l'armée et les magistrats n'auront pas droit à la grève. Et ça, c'est peut-être une réaction immédiate à la grève qui frappe la Tunisie depuis 15 jours, en contestation de ces études, de ces décisions. Je rajouterai que le 25 juillet, c'est à la fois la date nationale de la fête nationale tunisienne, c'est la date de la prise des mesures exceptionnelles du président, qui va boucler la boucle le 25. 2 autres points très intéressant pour les auditeurs, il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de participation, quel que soit le nombre d'électeurs, à partir du moment où le oui vient devant, le oui, il a gagné. Derrière, il y aura l'élection législative le 17 décembre, et encore une fois une date symbolique, parce que pour le président tunisien, la révolution, entre guillemets, tunisienne, n'est pas le 11 janvier, la date du départ de Ben Ali, mais le jour de la date du déclenchement de l'opération, un petit peu comme vous disiez tout à l'heure, le 1er novembre et le 5 juillet. Merci Tarek, on peut la retrouver d'ailleurs cette analyse beaucoup plus complète sur le site www.francemaghreb2.fr. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Pami, avec Sofiane Garbaoui, avec Sofiane Nartari. Les deux Sofiane, rapidement, avant qu'on retrouve et qu'on écoute pour terminer cette émission, le compte-rendu de cette émission très compliquée pour notre ami La Belle Histoire.
Un petit mot sur la constitution qui vient d'être présentée par Tarek Mami, Sofiane Garbaoui. Oui, c'est une constitution. D'ailleurs, on a eu le débat tout à l'heure quand il m'a dit, sur l'absence de la référence à l'islam. Je lui dis non. Au contraire, je dirais, elle fige davantage que la constitution, parce que la première, c'était juste la référence à ce que l'État était un État dont la religion était l'islam. Alors que là, c'est beaucoup plus profond, puisque les pratiques de l'État visent les objectifs de l'islam. Donc c'est Très quand bien. même... voilà. Sofiane Akdari, parce qu'il faut qu'on aille vite là. Oui, Moi, je ne suis pas trop technique. Je souhaite que le bonheur pour la Tunisie et qu'il y ait une forte participation parce que c'est le socle de toute société. La Constitution, elle est le socle. Et s'il n'y a pas une forte adhésion et une forte participation, ça portera atteinte un peu à l'objectif. Le oui ou le non. Hein, bien sûr que le oui ou le non, mais ça soit même un oui qui soit massif pour que la Tunisie tourne la page de ces 10 années où on a essayé de d'effriter les institutions de l'État et de rendre vraiment de les affaiblir et par le conséquent affaiblir la voix du président. La belle histoire. C'est à toi, mon ami, pour clôturer cette émission. Tu vas, pour ceux qui n'ont loupé un petit peu, nous faire un petit peu le compte rendu. Comment s'appelle la chronique? Je viens juste de la terminer. Vous vous rendez compte, je vais un peu improviser quand même. Elle s'appelle RN, tout simplement. RN, tout simplement. On y va, c'est parti, c'est à toi de jouer. Alors, la chronique s'appelle RN, Rassemblée nationale. Nous avons constaté ce soir... D'ailleurs, Tarek Mami, comment on prononce déjà le nom de Sofiane? Garbaoui. 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 Je l'ai dit à votre place. Vous dites qu'il y avait Sofiane. Non, j'ai calé. Nous avons constaté ce soir le retour de la guerre froide, modèle âge de glace entre la Russie et le reste du monde, à l'image d'un G7 en taxi diplomatique et un sommet d'OTAN en emporte le sang des innocents ukrainiens que Sergueï et ses sbires, Lavrov, plus propre, une guerre assurant le rideau de fumée militaire grave. Opaque, où Zelensky veut abattre les politiques pigeons et vit sa vie par guerre procuration devant son poste de télévision médiatique. Jean-Jacques Goldman. Absolument. Le rideau de fer se dresse pour opposer deux blocs opératoires. L'opération Plan Alain Marshall vise pour la Russie à récupérer la Crimée contre l'humanité, principal chef d'accusation porté à Poutine qui, non content de se satisfaire d'un territoire, accélère son harcèlement en voulant conquérir le Donbass. Emmanuel Macron a fait un geste salutaire en offrant au président russe plus qu'un territoire. Une actrice, la Crimée en voie de crécelle, le Dombal à Ariel, aux grandes dames du petit monsieur Bernard-Henri Jean Lévis, prix rebelle de la paix philosophique, capable de dire « je t'aime, moi non plus ». Ich liebe dich, Ariel. Ich liebe dich, à Kadhafi, lol. Néanmoins, tout le monde va payer à cause de Sleepy Joe, le président des EHPAD unis d'Amérique, qui envoie tout le monde à l'euthanasie passive, qui a le feu nucléaire entre ses mains tremblantes. Bien avant l'humanité, la planète Terre a sa propre géopolitique en plusieurs blocs, Ça s'appelle la tectonique des plaques. Poutine a des plaques dans tout le corps, gonfleux du visage, comme l'ex-président ukrainien Loutchenko. Biden chute à vélo. Kim Jong-un tombe en mer, provoquant un tsunami dû à son surpoids en Corée-Graphie du Nord. L'Europe sort d'une présidence française quand le Conseil européen est orienté par un Charles Michel, alors que Macron combat l'islam en France en Charles Martel. Pendant ce temps-là, le monde est dirigé par le RN, la République négationniste où armée, médias, économie est au service de Jean-Marie Poutine. Le bloc Occident prend en faible bouclier les 12 étoiles de l'Europe, les EHPAD unis, abattant les cartes en manipulant la marionnette européenne. Triste spectacle. À propos de tristesse, le drame de Melilla aura-t-elle son enquête indépendante? Rien n'est moins sûr. C'est pas sûr du tout. La cruauté du sort de ces migrants jonchant le sol du port en situation pire que les ports, PORCS, pire que des OM, ordures ménagères, s'entend.
La communauté internationale a demandé une enquête indépendante, mais la dépendance de la vérité n'est pas une drogue, tant les vrais responsables se soustraient à la vue du criminel forfait, additionnent les soutiens, multiplient les coups de menton, n'apportant au final que la division du continent africain. La réponse à ce drame doit être faite pour être comprise de tous et que justice soit prononcée pour la dignité de ces morts. À bas les nationalismes qui crispent notre vision universaliste. Nos chroniqueurs ont décortiqué comme des crevettes les politiques qui nous crèvent. Ces hommes auraient pu être restaurateurs, plombiers, ouvriers, mécaniciens ou étudiants brillants, mais leur destin s'est arrêté net. Affaire à suivre de très près. De Melilla, les chroniqueurs en ont fait du melchia sociologique, en décryptant les sociétés maghrébines, ses cultures, son influence diplomatique et parfois l'influence diplomatique hypocrite de ses dirigeants. Comme je n'y comprends rien, les gens se gazent. Ça tombe bien, l'Algérie en regorge. 340 milliards de mètres cubes trouvés, Tebboune est le grand-duc des gazoducs et alimentera les pays gargouillant d'impatience. Les grands argentiers de la drogue blanche étaient jadis en Argentine, et la drogue de l'or noir est plus que jamais algérien. Sans transition, la Tunisie a publié dans l'équivalent de notre journal officiel « Appelle le peuple pour approuver la Constitution ». Mon Dieu, à force d'y revenir, la Constitution tunisienne va devenir le Troisième Testament. Soit dit en passant, l'Algérie célébrera le 60e anniversaire de son indépendance. Sofiane Gerbaoui a célébré dignement cet anniversaire en nous invitant à notre table à la signature non pas des accords d'Évian, mais les accords de Cristalline, MDR. Sans transition aucune, le Ramassis national, le RN, route nationale accordée au parti frontiste, qui à 80 km/h, comme les 80 députés, élit avec des complicités hypocrites à 290 pour l'un et 284 pour l'autre, 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale. Quelle indignité! Le Rassemblement national a peut-être changé d'identité, comme d'ailleurs aujourd'hui la loi le permet pour les personnes physiques, mais pour nous, ça reste le Front national, le logo du drapeau français brûlant, idée fasciste favorisant son extrémisme en diluant son virus mortel. Monsieur Gonzalez, doyen de l'Assemblée, a trouvé son oasis en convoquant l'OAS. Pitoyable. Le parti de la haine a eu sa réponse en torpillant Éric Zemmour. Éric Zemmour, au cours de la présidentielle et des législatives, a été con et recon et a sorti sa quête lui permettant d'être un papa adultérin. Ça s'appelle reconquête, lol. Son épouse légitime a été la victime expiatoire de sa doctrine nauséabonde. Ça s'appelle le grand remplacement conjugal. Front anti-républicain à moitié, lors de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, le Benjamin de la Chambre, Louis Boyard, a refusé de saluer le député frontiste Philippe Ballard, mais saluera le lendemain celle de Julien Oudoul. Il est fort, Boyard, MDR. Oh, joli, joli. La France ne fut pas insoumise en prenant la présidence de la Commission des Finances. Coquerel a déjà ses casseroles et Dieu le Père Coquerel convoquera le maire Bruno en économie perdue. En conclusion, la haine s'est déportée maintenant sur les aéroports de Roissy et Orly, faisant Bouriachi. Philippe, il s'appelle Bouriaki, chère Sofiane. Oui. Ça le satisfera et on le salue d'ailleurs. Et puis, que dire de plus finalement que de vous convier sur France Maghreb 2 dès la semaine prochaine avec Christophe Fro dans l'émission Le Grand Forum, non pas sur une rassemblée nationale, mais une vraie rassemblée générale. Merci, la belle histoire. Merci à tous. Bravo. Et rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Restez bien branchés France Maghreb 2. Et évidemment, on est de retour lundi. Ciao tout le monde. Ciao.